Ça me fait toujours très bizarre de me dire que c'est la fin de saison la semaine prochaine. On le dirait pas du tout. House of the Dragon, saison 3, épisode 7. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir et revenez juste après car j'ai spoilé dans 3, 2, 1... C'est parti. Je me demande vraiment s'il y a encore une hype concernant la série, si les gens ils sont vraiment investis, s'ils sont à fond, parce que plus les épisodes passent, plus je m'ennuie un petit peu. Je dis pas que les épisodes sont mauvais, mais je me fais un petit peu chier, quoi. Il n'y a pas ce crescendo émotionnel. Là, l'épisode, quand même, ici d'une manière, tu dis, ouais, il reste 2-3 épisodes. Non! La fin, c'est la semaine prochaine. Et ça m'embête un petit peu. J'allais dire, c'est un autre gros mot, mais ça m'embête un petit peu parce que, franchement, j'ai du mal à m'intéresser à cette saison. Comme la précédente où il se passait pas grand chose, mais il y avait pas mal de petits trucs et tout. Là, ça a commencé tellement en force et depuis, c'est mou. C'est pas mauvais. C'est un peu mou, quoi. Et il manque ce truc de fou. Et je suis moins investi dans les arcs de personnages d'à peu près tout. Mais bon, on va forcément en parler parce que j'ai commencé, je vais finir. Mais il y a des choses que j'aime bien tout de même. Le côté fantastique, plus psychologique d'Elena, j'aime bien parce que ça montre ses névroses via ses rêves, ses flashs. Il y a un côté oracle, prophétique, qui appelle à l'apocalypse, forcément. Il y a cette fameuse scène au début avec une lumière. Tu sais pas si c'est le soleil, si c'est des flammes, tu sais pas trop ce que c'est. Mais ça montre vraiment la fin d'un monde, d'un règne. Et en même temps, elle se sent clairement emprisonnée. Elle veut pas accoucher de son bébé car elle sait que son bébé sera pris pour des raisons politiques. Elle sait qu'elle va mettre au monde quelqu'un qui va forcément souffrir dans ce système. Et elle a cette rage en elle de vouloir tout brûler. C'est pour ça qu'on voit cette séquence horrible. Hein. Visuellement, le dragon, il est mal fait. Ça pue le fond vert, c'est dégueulasse. Franchement, cet épisode-là, en termes d'effets spéciaux, techniquement, il est bon en soi. Mais la mise en scène, la manière dont c'est montré, la manière dont la photographie est faite et tout, c'est une catastrophe cet épisode, sauf une scène, celle de la fin, j'en parlerai après. Mais j'aime bien parce que même si techniquement c'est à la ramasse, j'aime bien que ça montre ce personnage-là qui veuille mettre fin à ce régime, ce monde, repartir à zéro un petit peu, vivre sur une petite ferme. Il y a ce côté limite parfois un peu valet de l'étrange du rêve que j'apprécie bien. Et Rhaenyra, elle peut la réconforter autant qu'elle veut, ça ne suffit pas. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment sa volonté de tout cramer, littéralement. Et justement, ce retour à une ferme, quelque chose de plus idyllique, plus beau, sera forcément anéanti par l'hiver qui arrive, Winter is coming, le truc assez classique. J'aime bien quand la série parle de ça, le côté encore une fois prophétique. Bon, dommage que c'est fait et refait constamment. C'est marrant l'éclipse, on est d'accord, hein, vu l'actualité, mais je trouve qu'on a déjà vu ce genre de truc et ça m'impressionne plus du tout, quoi. Mais au moins, ça a permis de parler du personnage, de parler de ce qu'elle subit et comment il aimerait voir les choses, c'est-à-dire les changer complètement. Aemond, moi je trouve qu'il est assez ridicule à se foutre à poil constamment afin de s'entraîner, mais ça permet deux choses. Premièrement, ça permet de dire aux spectateurs que, regardez, le mec, il est quasiment prêt à repartir un peu à la guerre, se battre et tout. Et deuxièmement, c'est pour lui, quoi. Il a besoin de se sentir en forme, il a besoin de se sentir fort, il a besoin de se sentir capable de reprendre les rênes et d'aller affronter justement ce royaume qui a été mis en place, que ce soit avec sa famille ou l'opposition, qu'on va dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la manipulation émotionnelle et sexuelle de la sorcière Alice, le fait de prendre l'apparence de sa mère, que ce soit vrai ou pas, que ce soit lui qui l'imagine ou elle qui s'est déguisée comme ça. C'est génial comme idée parce qu'on voit à la fois que le mec il a besoin d'une mère, d'une vraie présence maternelle comme beaucoup des enfants de cette série qui ont besoin d'avoir des parents qui s'occupent d'eux et on voit que la majorité des parents en ont rien à foutre de leurs enfants, à quelques exceptions près, mais globalement il y a un vrai problème d'héritage et de trauma et de transmission justement de ces traumas, mais en même temps il veut une femme et lui il a décidé d'avoir dans sa tête la même chose, il couche avec sa mère. Bon, le côté oedipien de la chose, on peut en reparler. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Syl, c'est la sorcière qui s'est vraiment déguisée pour le choquer, et c'est pas juste une vision de lui qui perd un peu la tête aussi à Harrenhal, comme avec Daemon. C'est intéressant, parce qu'il a compris de quoi il a besoin. Il a besoin de quelqu'un avec qui coucher, avoir des enfants, et en même temps d'une mère. Du coup, c'est clairement un rôle qu'elle a souhaité remplir ici, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Maintenant, les gens qui disent que c'est choquant de l'inceste entre un enfant et sa mère et tout, ouais, ça me choque plus. C'est bon, c'est Game of Thrones, il y a que ça, il y a que de l'inceste. Il y a plus rien qui me choque. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté possessif de sa mère, mais aussi d'Alice, quoi. Il se fait clairement manipuler par les deux. Il y a une guerre des deux pour obtenir vraiment Aemond, qui serait la clé à plein de choses différentes, ça c'est clair et net, hein. Mais lui est tellement possessif qu'il est prêt à tuer des gens qui sont loyaux afin de garder les hommes loin de ces deux femmes, entre guillemets. Il est en déroute totale, c'est ça qui est pour moi assez fascinant dans l'œuvre, c'est comment ces deux femmes-là se battent pour obtenir et contrôler cet homme. Elles ont le même objectif, ils ont les mêmes méthodes aussi, ça qui est fascinant, le côté forcément maternel, sexuel, qu'ils utilisent un peu toutes les deux d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve que c'est vraiment l'une des dynamiques que je trouve assez originale de la série.
Bon, c'est assez rapide, il reste un épisode, du coup, c'est pas vraiment le cœur même de la série, mais au moins, il y a un petit truc. Et la morale de chacun est assez remise en question, comme d'habitude avec Game of Thrones House of Dragon. C'est la mère qui décide d'empoisonner son fils. C'est intéressant que ce soit la nouvelle mère, entre guillemets, slash femme, qui s'en occupe. Elle remplit ici sa mission maternelle, avec du mépris. Donc en fait, tu vois qu'il respecte pas cet homme-là. Tu vois que c'est juste un gars, un enfant, qui a des pulsions sexuelles et des pulsions de gosse qui a besoin d'une maman, qui est clairement juste constamment oppressé sans qu'il se rende compte et qui est utilisé. Mais le mépris qu'elle a est assez fascinant et dans les deux cas, bah, c'est des femmes qui en ont rien à foutre de ce gosse-là. En rien à foutre, c'est une exagération parce qu'elles sont pas prêtes à le buter. Mais pour l'instant, elles sont prêtes à essayer de le contrôler le plus possible avec les pires méthodes possibles, peu importe si ça lui fait du mal émotionnellement ou physiquement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il pense être le gagnant, mais au fait, il perd dans les deux cas, quoi. Donc ça, j'aime bien. Et si on parle de loser, faut parler de Chris Stone Cold avec sa grosse tête là empalée sur un pic. Moi, ce qui me dérange dans cette scène, c'est que clairement, ils en avaient rien à foutre de ce personnage. Ils se sont débarrassés de lui le plus vite possible avec vraiment une séquence un peu nulle, sans émotion, alors que ça fait 3 saisons qu'il est là. Soit, j'en ai parlé la semaine dernière. Mais moi, c'est les visuels, quoi. Ces visuels gris dégueulasses alors qu'ils ont tourné dehors. Et ensuite, le switch au plan large, où là, c'est full CGI ou presque, c'est immonde. En fait, ça manque clairement de qualité visuelle. Et pour une série qui coûte aussi cher, ils mettent des dizaines de millions par épisode. Tu vois qu'ils mettent tout dans les dragons et le reste, ça te sort complètement de l'expérience. Bon, peut-être je chipote un peu pour certains, mais moi, quand je vois des visuels comme ça, ouais, je trouve ça cheap et je trouve ça moche, quoi. Par contre, il y a des choses que j'aime bien. C'est voir à quel point Hormoon est nul. Déjà, il mange de la viande crue et il veut devenir vegan. Un jour, on aura, nous les vegans, une représentation végane intéressante dans une œuvre. Mais là, c'est fake, quoi. C'est le mec qui il essaie de manipuler les gens comme il peut. Il s'adapte à n'importe qui. Vraiment, c'est un mec qui va entrer dans la tête des gens. Mais au fait, il est nul. Il pue la merde. Vraiment, c'est un mec qui a pas de compétences. Il est pas du tout talentueux dans le fait de régner, tellement que les enfants à côté veulent s'en séparer, car c'est un crétin. Il comprend rien à rien. Et eux, par contre, ils ont goûté un truc incroyable. Le pouvoir, et c'est le sujet de la série, c'est quand tu goûtes au pouvoir, bah forcément, t'es déjà un peu corrompu. Et oui, t'as des rêves, tu veux changer le monde, tu veux vraiment, avec la promesse du trône, révolutionner Westeros, la volonté de faire du bien, hein, mais forcément, plus tu t'en rapproches, plus tu dois faire des choses horribles afin d'y accéder. Donc tu perds forcément ta morale un peu automatiquement. Et on voit déjà ces gens-là, avec cette promesse du trône, perdre un peu leurs idées, leur morale, et commencer à déjà trahir la personne qui les a motivés à faire ça. C'est ça que j'aime bien. Le seul avantage qu'il a, cet homme Hormoon, hein, c'est vraiment à quel point il arrive à cibler des gens faibles. Les gens faibles, il arrive à les rallier un peu à sa cause. C'est sa seule vraie force. Mais ça marche. Pour l'instant, ça marche. Ça fonctionne, donc ça j'aime bien. J'aime bien le voir comme un loser qui comprend rien à la guerre, au règne, à la politique. Mais il a un truc un peu humain où il sait vraiment aller chercher les gens qui pourraient l'aider. Aller chercher quelqu'un qui a un dragon, forcément, c'est un petit peu utile. Et j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça par la suite. Mais ça montre encore une fois que c'est l'empathie qui règne. C'est l'empathie qui peut aider dans ce genre de situation. Parce que ce mec-là, ce bâtard littéralement, il a juste demandé à être aimé, à pouvoir aller au bar. Et non, il s'est fini emprisonné dans le Red Keep. Et ça, forcément, bah, ça lui a donné envie de quitter le royaume de Rhaenyra. Donc c'est intéressant par rapport à Hormoon, mais globalement, c'est le personnage le plus réussi de cette saison, je dirais, avec les autres, mais en tout cas, l'un des gros nouveaux, c'est lui, parce qu'il est dans le paraître, il peut un peu cibler les gens, mais sinon, bah, ça reste un peu un crétin, quoi. Donc ça, j'aime bien. Rhaenyra aussi, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi comment son conseil se décompose, à quel point on n'a plus rien à faire. Elle est en mode, ouais, Harrenhal, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Ouais, l'argent, vas-y, ça me saoule. En fait, elle est tellement plus dans l'optique de régner avec de la politique et une morale qu'elle avait à l'époque, une responsabilité. Là, c'est devenu personnel. Ça devient de plus en plus personnel. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment ses causes à elle personnelles, la vengeance de son fils décédé et ce genre de choses. Ses idées, elle passe un petit peu à la trappe, elle laisse faire et va s'intéresser uniquement à comment régner en tant que personne plutôt qu'en tant que régente utile pour le peuple. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle devient de plus en plus cruelle. Ça se ressent. Surtout avec les thématiques un peu féministes de l'œuvre qui reviennent. Évidemment, c'est 2 femmes qui se battent pour Aemond. Là, le trône de fer, c'est comme des pénis en érection, d'après Mysaria. Il y a un côté très patriarcal à la chose et on voit à quel point le trône rejette les femmes. Et il y a ce débat aussi sur le travail du sexe, sur la prostitution. Quoi qu'il arrive, elle ne sera jamais respectée parce que c'était une prostituée. Et ça, c'est un truc qui va la motiver, qui va lui donner une sorte de vengeance contre le monde, contre la société, parce qu'elle est plus que ça d'après elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait au final? Certes, elle est vexée, mais elle va un peu se prostituer, quoi. Elle va un peu manipuler la reine en question, ce qui est un ajout intéressant de comment utiliser le sexe pour littéralement reprendre le contrôle. Et tu le vois avec ce plan, c'est un peu la seule mise en scène qu'il y a dans cet épisode. Hein. C'est le plan de notre reine qui est là en train de regarder vers le haut et elle voit cette
conseillère, hein, mais qui est là à la manipuler avec le sexe et l'émotion et la solitude. Et justement, je trouve ça intéressant parce que Rhaenyra, ce qu'elle veut, c'est la gratitude. C'est ne plus se sentir seule. On a vu qu'elle dormait pas du tout dans la même pièce d'ailleurs que son mari. Et là, elle se sent moins seule, elle se sent un peu appréciée, aimée, là où son père était un rêveur, c'est ce qu'elle dit. Elle est toujours en opposition aux hommes. Et elle va commencer à faire équipe, plus ou moins uniquement qu'avec des femmes, justement parce qu'elles sont mieux servies par elles-mêmes. C'est un peu la thématique de l'œuvre et la transmission des traumas du père à la fille, comme on le voit littéralement dans tout cet épisode-là. Donc j'aime bien comment Mysaria veut la manipuler et comment elle se laisse manipuler parce que ça lui fait du bien quand même. Et justement, ce qui fait du mal à Rhaenyra, c'est la poursuite de sa vengeance personnelle. Et les scènes avec Rhaena sont plutôt réussies parce que Daemon veut sauver Rhaena. Premièrement, parce que c'est un objet politique fort. Elle a un dragon et un dragon, bah, plus t'en as, mieux c'est. Mais surtout, c'est comme tous les enfants de cette série, elle a été abandonnée, isolée, sans réconfort parental. Et c'est aussi important pour le personnage de Daemon d'avoir une sorte de rédemption à la fois entre guillemets en tant que paternel et en tant que fondateur d'une famille qu'il a envie d'avoir parce que lui s'est toujours senti rejeté et par son frère forcément et par le reste des gens autour de lui, mais c'est la thématique, c'est les parents qui doivent accepter leurs enfants et les enfants qui se rebellent et qui essaient de s'émanciper parce qu'ils ont les outils pour, ils ont des dragons. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rhaenyra, elle est clairement prête, premièrement, à s'embrouiller avec Daemon parce que bah il a menti et il peut plus lui faire confiance. Mais surtout, elle est prête à, elle, littéralement voler sur un dragon, venir mettre sa vie en danger, alors que Ship Stealer, on sait qu'il rigole pas, juste par cet esprit de vengeance. Parce que maintenant, elle doit prendre les choses entre ses mains, vu que tout le monde est en train de lui mentir, la manipuler. Elle a compris la supercherie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal comme idée. Il y avait l'enjeu pour faire une séquence assez mémorable et forte. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est dégueulasse. Voilà, moi, je vous le dis, c'est un gros moment de blockbuster un peu à la con, mal fait, quoi. Encore si c'était bien fait, encore si la photographie ressemblait à autre chose, s'il y avait un travail sur les couleurs qui n'était pas du gris dégueulasse et tout, ok, mais là, c'est dégueulasse. Cette séquence-là, encore une fois, quand je dis que c'est techniquement pas dégueulasse, c'est que les artistes d'effets spéciaux, ils ont fait un bon travail. Genre, les dragons, ils sont bien modélisés, mais bon, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, les artistes d'effets spéciaux. Hein. Si lorsque t'as tourné la scène, l'éclairage, il est dégueulasse, la séquence, elle ressemble à rien, bah forcément, c'est compliqué. Mais là, vu que les artistes font un bon travail, mais la mise en scène ne suit pas, et c'est quasiment ensuite que la mise en scène d'artistes d'effets spéciaux avec l'éclairage qu'ils ont, bah t'as une scène qui est techniquement au sol, quoi, qui est pas belle du tout, qui est moche en termes de couleur, de tout, ça fait cheap, et ça fait une scène qui est ratée visuellement. Et du coup, bah tu vas pas t'en rappeler, je sais pas qui va se rappeler de cette séquence-là. Il y a rien de mémorable, rien de choquant, rien de marquant, c'est comme la mort de Cole, hein. Là c'est juste que c'est 4 gros dragons qui se tapent, et encore ils se tapent pas vraiment. Alors oui, je dirais qu'il y a un enjeu émotionnel, ça j'admets, hein, parce que quand même, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est un peu du Game of Thrones à l'ancienne dans certains passages avec les possibles dérapages. Mais globalement, c'est assez triste de voir ces créatures majestueuses se faire la guerre et encore plus avec des effets spéciaux aussi dégueulasses, quoi. Avec des moments aussi mal faits. C'est ça qui est dommage parce qu'en théorie, en fait, cette scène aurait pu être bien si c'était mieux fait. Mais là, vu que c'est pas bien fait, que tu regardes Caraxys avec son long cou extrêmement cheaté pour un combat, d'ailleurs, en abuser et faire du mal à Ship Stealer, tu dis bah ouais ça peut être fort et émouvant et tu vois ce Ship Stealer justement partir blessé avec Daemon qui décide de le laisser en vie pour des raisons évidentes, il en a besoin, sa fille, tout ça. Donc ça, je trouve qu'en soi il y a quelque chose qui aurait pu bien marcher dans la séquence s'il y avait plus d'enjeux émotionnels, s'il y avait plus d'humanité, s'il y avait une meilleure mise en scène, plus de stress, de tension et tout. Là il y a rien, enfin t'y crois pas quoi, à aucun moment bah, les gens ils sont mis en danger, il y a un moment il y a des gens qui évitent je crois la queue ou les ailes d'un dragon, tu le ressens pas du tout, c'est mal fait. C'est cheap, et tu vois que chez HBO, ils veulent juste finir ce dragon pour passer à autre chose, parce que c'est plus du tout une série qui les intéresse. Pourtant, la première saison ne ressemblait pas à ça. Hein. La saison 2, c'était encore un peu plus compliqué, mais là, la troisième, franchement, là, c'est assez ridicule. Et ils mettent beaucoup d'argent dans ça, alors que genre la meilleure séquence de l'épisode, c'est une séquence qui coûte cher, mais beaucoup moins. Il y a qu'un dragon, pas 4. C'est la scène avec Aegon, qui est assez intéressante, parce que lui, il a le droit d'avoir justement son odyssée à lui, disons ça comme ça, parce qu'il croit à la détresse du peuple qu'il voit. Il va devenir plus bon, t'as l'impression, en tout cas depuis cette saison, hein, c'est un peu son arc, il voit le peuple, le bas peuple de manière générale, et il va évoluer par rapport à ça en essayant de les respecter et de mettre en avant ces gens-là qui méritent cette aide. Il commence à agir comme un roi, il est prêt à s'opposer à l'armée et mourir dignement, c'est ça qui va le récompenser d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fin-là, avec évidemment Sunfire qui revient défiguré, mais qui s'est un peu forcément soigné, ce qui est intéressant parce que du coup ça veut dire que Ship Stealer peut se soigner aussi. C'est à l'ancienne, t'as une séquence avec des effets spéciaux qui oui coûtent cher, t'as des cascadeurs en feu et tout, mais il suffit d'une petite scène comme ça qui peut ressentir beaucoup plus d'émotion avec une meilleure photographie, c'est la nuit, c'est bien éclairé, t'as un enjeu, le mec il est prêt à sacrifier, t'as son dragon qui revient en tant que surprise de nulle part, hein, qui est là à l'aider, lui qui se lâche sur l'armée avec Dracarys, tu vois, avec ce rire un peu sadique et tout.
Voilà, ça, en termes d'enjeu émotionnel, en termes d'arc de personnage, avec le Lannister qui est resté, le Larys qui lui est parti, il y a tout pour faire une petite séquence assez marquante, assez mémorable, visuellement, enfin juste voir le dragon comme ça aide, et avec l'armée qui est effrayée par le speech d'Aegon, et ça lui donne une sorte de légitimité. Donc en fait ça, même si le mec devient un petit peu fou, t'as l'impression, il y a un truc fort, émotionnellement, pour nous spectateurs, où tu dis là, putain, c'est kiffant, et c'est mieux que la scène qu'on a eue avant, quoi. Donc, toujours mieux créer de l'enjeu émotionnel impactant et fort, avec un peu moins d'argent, même si encore une fois, cette scène-là coûte très très cher, hein, soyons honnêtes, plutôt que faire une bouillie de pixels où tu comprends rien, l'enjeu est beaucoup plus faible, alors que celle-ci nous fait kiffer, quoi. Donc ouais, j'ai pas l'impression que c'est la fin la semaine prochaine de la saison. Je perds un peu en intérêt pour la série, je vais pas vous mentir, hein. Je pense que ça se voit à la manière dont je fais ces reviews, je suis plus du tout dedans ou beaucoup moins. C'est comme ça, c'était un peu prévisible avec saison 3, c'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est pas non plus excitant ou fun à regarder. Il y a des moments un peu forts, hein, des fulgurances, mais globalement ça reste assez décevant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous adorez ou pas, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant les vidéos sont disponibles en mode podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.